Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne en actu. Et malgré les 200 oppositions lors de la mise à l'enquête du futur bâtiment de la Carré, coopérative de l'abattoir régional de Rolle et environ, le président est confiant pour l'avenir. Avec nous sur notre plateau, nous faisons le point avec Nicolas Beauvais. Bonjour à vous Nicolas, merci d'être avec nous. En sport, après une magnifique top 15 au Festival olympique de la jeunesse européenne, la biathlète de bassin Mayline Triponnet a remporté ce week-end une médaille d'or en championnat suisse. Bonjour Mayline, bonjour à vous. Également, elle est armée et puis ça fait presque un peu peur. Bienvenue sur ce plateau. Enfin, en culture, on montera sur la scène de l'usine à gaz avec Lucas Vulligné qui nous présente son nouveau spectacle intitulé Nouveau et premier, rien à prouver. Bonjour Lucas, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir également. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Eh bien, je suis à Gland, Andrea. Salut, je suis avec Suzanne, Lydie, avec Idrissa. Bonjour à tous les trois. Voilà, on est dans un potager à Gland, près de l'ancien VVF. Et donc, Suzanne travaille pour l'association Bioterra. Elle va former Lydie, qui va former Idrissa à jardiner bio. Alors, comment ça se passe? Eh bien, réponse après, on va mettre les mains dans la terre. Et puis, peut-être que moi aussi, je vais apprendre à jardiner bio. T'es prêt, Idrissa? Non, il dit qu'il n'est pas prêt. Mais il a envie de jardiner, je te jure. Il est plein d'énergie. Ouais, je vois surtout que vous avez tous la patate, ça fait plaisir. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Nicolas Beauvais, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la Carré, coopérative de l'abattoir régional de Rolle et environ, qui joue justement son avenir malgré les 200 oppositions lors de la mise à l'enquête du futur bâtiment. Vous êtes confiant, on est ravis de vous avoir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, pour rappel, l'abattoir est construit en 1956 et constitué en coopérative en 1997, un abattoir régional de Rolle qui devrait aujourd'hui se déplacer et être relocalisé à Aubonne. 200 oppositions, Nicolas Beauvais, est-ce que vous vous y attendiez très franchement? Alors très franchement, je m'attendais à des oppositions, mais pas un chiffre aussi élevé que ça. Oui, de manière générale, que disent dans les grandes lignes ces oppositions? Alors la majorité de ces oppositions sont des oppositions éthiques. Elles sont liées au fait du manger trop de viande, de l'écologie, du transport. Voilà, de l'élevage animal comme on l'a aujourd'hui en Suisse. Oui, c'est des craintes qu'on a l'habitude d'entendre, listées par les défenseurs d'une ville sans établissement d'abattage. Alors on peut trouver évidemment les nuisances sonores, vous l'avez dit, visuelles et olfactives, d'une perte d'attractivité pour la commune, des risques sanitaires, l'impact environnemental et bien entendu la maltraitance animale. Aujourd'hui, on sait qu'on a l'habitude de les entendre, ces plaintes, mais j'imagine que vous les entendez aussi. Vous leur répondez quoi? Vous parlez d'une désinformation, pourquoi? Parce qu'en fait, l'abattoir, comme il est prévu aujourd'hui, dans sa nouvelle forme, prend en compte tous ces désagréments. C'est-à-dire que les locaux sont fermés, sont d'une certaine manière étanches, donc il n'y a pas de perturbation pour l'extérieur. Alors on voit justement ces images du futur projet juste ici sur l'écran. Vous dites que vous êtes convaincu que ce sera un abattoir moderne qui offrira évidemment à la population une garantie de qualité, notamment concernant la provenance de la viande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit à votre avis de la société, le fait qu'il y ait toujours cette crainte et cet a priori? Que voilà, certaines personnes ne veulent plus consommer de viande, c'est leur choix. Pour les autres, il faut leur laisser la possibilité. Et pour moi, je peux revenir sur l'argument de manger moins de viande, manger de la viande meilleure, de la viande de proximité. Et puis, par cet outil de travail, on peut proposer ça à la population. En tant qu'agriculteur, aujourd'hui, c'est aussi votre métier que vous défendez. Vous dites d'ailleurs qu'à travers ce projet, ça permettra de pérenniser les métiers de bouche. Expliquez-nous. Alors, c'est simplement qu'aujourd'hui, la majorité des bouchers achètent de la viande directement à la grande distribution. Donc les agriculteurs, nous vendons nos animaux à des grands abattoirs du style Unsingen. Pour prendre l'exemple d'Unsingen, aujourd'hui, par jour, ils peuvent tuer le même nombre de bêtes que nous, on pourra tuer dans notre abattoir par année. Le projet a suscité déjà de vives oppositions. On se souvient dans l'histoire, il y avait eu notamment ces militants qui avaient occupé les rues d'Aubonne en 2018 et puis le lancement d'une pétition en ligne au printemps dernier. Aujourd'hui, ces oppositions, ils sont prêts à aller notamment très très loin, à offrir notamment, à permettre un recours, donc des démarches auprès du tribunal administratif cantonal. Ça permettra notamment de retarder encore une fois le projet et vous restez confiant. Pourquoi? Parce qu'on a un projet qui est bien ficelé. On s'est appuyé avec beaucoup de services. On a déjà été chercher des informations dans des services de l'État qui, eux, vont faire aussi des remarques sur la mise en enquête. Donc oui, on est confiant parce que pour moi, des oppositions éthiques ne peuvent pas forcément être retenues par le tribunal. Le tribunal décidera, c'est son choix.
Mais ma foi, s'il faut perdre 2 ans, on perdra 2 ans de procédure. Mais pour moi, ce projet, il est vital pour mon exploitation, pour la région, pour les bouchers de la région. Donc on va se battre et on va tout faire en sorte pour qu'il arrive à sortir de terre. Quels sont les retours justement que vous avez aujourd'hui de vos collègues? Qu'est-ce qu'ils s'entendent et c'est quoi les plus grands besoins? Alors c'est la proximité. Beaucoup d'agriculteurs font de la vente directe, sont contents d'élever leurs animaux. Pour nous, c'est une passion, l'élevage, mais cette passion, elle va jusqu'à la fin. Et le fait qu'on amène nous-mêmes nos bêtes dans l'abattoir, on va dire à leur fin de vie, on sait comment ils seront mis à mort, on sait ça sera fait bien. Ça ne sera pas fait dans un gros abattoir, même si les gros abattoirs doivent respecter des règles. Là, on est vraiment sur la proximité et on peut amener nos bêtes jusqu'à la fin. Pour moi, c'est vraiment une continuité de mon élevage. Sans rentrer dans un aspect trop technique, justement, quelles sont les règles aujourd'hui qui peuvent peut-être rassurer les gens et qui disent, ben voilà, il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi? Alors, il y a une surveillance permanente des vétérinaires. Ils sont en permanence sur le lieu d'abattage. Tous les locaux sont avec des normes, que ce soit en mètres carrés, en hauteur, en ventilation. C'est vraiment très, très structuré. Ouais. Au niveau de votre parcours professionnel et de votre parcours à vous privé, vous avez repris cette présidence pour succéder à votre papa. Une année que vous êtes à la tête de cette présidence, comment vous le vivez? On sait que c'est toujours très vif, ces échanges, notamment avec la population et ses oppositions. Mais vous, comment vous le vivez de manière personnelle? Alors, je le vis assez bien, parce que pour l'instant, on est vraiment sur 1, voire 2 à 3 groupes d'opposants. J'ai quand même un très grand soutien de la part des bouchers, de la part des agriculteurs et même d'une grande majorité de la population. À la ferme, nous, on a un self-service, donc une vente directe. Et nos clients disent oui, mais on a besoin de s'abattoir pour que les bêtes soient tuées dans des bonnes conditions et que la viande reste meilleure. On économise des transports également. Donc, on a plus de soutien que d'opposition si on prend dans le global. Oui, par rapport à ces gens qui sont aujourd'hui fâchés, peut-être pas convaincus, vous avez envie de leur dire quoi? Que voilà, c'est leur choix de manger moins de viande, de ne pas en manger du tout pour certains. Ma foi, il faut laisser ceux qui veulent en manger, en ayant des règles, que ce soit pour l'abattage, le conditionnement, etc. Donc, pour moi, je pense que tout le monde doit pouvoir aller vivre ensemble. Oui. La suite maintenant, en termes de calendrier, il y a eu cette mise à l'enquête. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, la mise à l'enquête s'est finie lundi passé, il y a une semaine. Pour l'instant, la municipalité doit traiter les oppositions. Nous, on n'a pas encore eu, en tant que maître d'œuvre, on n'a pas encore eu le retour complet de la municipalité. La procédure va suivre. Elle va traiter les oppositions. On espère les lever ou on devra peut-être adapter certaines choses. Et puis après, voilà, la possibilité de recours pour les opposants. Donc, on attend. Si tout va, on aimerait bien que d'ici une année, on puisse démarrer les travaux. Mais voilà, s'il y a des recours, s'il y a le tribunal, on attendra les décisions finales pour espérer commencer. Nicolas Bollet, président de la Carré, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous, à très bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup. Alexandre, on vient plutôt à toi. Planter ses patates, carottes, qu'est-ce qu'on plante au fait? Qu'est-ce qu'on plante au fait? Justement, on va voir avec Suzanne et Lydie. Alors, qu'est-ce qu'on plante? Effectivement, on est au potager à Gland, à côté du VVF. Il y a quoi qui est planté ici, Suzanne? On a déjà mis en terre des pommes de terre. Ouais. Alors, les pommes de terre ici. Et puis quoi d'autre? Les fraisiers. Oui, les fraisiers nous attendent. On va les mettre sur les arbres. Ah, d'accord. Pommes de terre, fraisiers. Qu'est-ce qu'on plante d'autre à Gland? Alors, il y a des familles qui ont planté déjà des jonquilles, des bulbes, de tulipes. Là, on voit. D'accord. Ah oui, juste là-bas. D'accord. Et puis après, j'ai un petit protocole à suivre. Et puis, au fil de la saison, on va planter des petits pois, des carottes, les salades, les laitues à tondre. Voilà. Et plein d'autres choses encore. Parce que c'est le printemps. Et donc, du coup, on jardine, mais on jardine bio. Et avec les enfants, et avec toi, Idrissa, on va venir à toi après, puisqu'on va voir justement comment est-ce qu'on forme des enfants au jardinage bio. Alors, tout part de vous, Suzanne Wakeman. Vous êtes à Bioterra. Bioterra forme les adultes, comme Lydie, pour former les enfants. Expliquez-nous, ça vient d'où cette idée, comment ça se passe et pourquoi? Alors, ça fait déjà plusieurs années que Bioterra fait ça. Il y a des jardins dans toute la Suisse où les bénévoles découvrent en fait la nature avec les enfants. Ouais. Et c'est ça en fait le but, c'est de construire le lien avec la nature à travers le jardinage. D'accord, construire le lien avec la nature à travers le jardinage bio surtout, ça a son importance. Certainement. Ouais. C'est quoi le but? C'est de former les enfants à une autre manière de cultiver la terre?
En fait, pour les enfants, ils ne se posent même pas la question. Pour eux, c'est tout à fait logique. Ouais. Que si on jardine, on ne fait pas ça pour tuer, on fait ça pour cultiver. Donc, du coup, pour eux, c'est tout à fait naturel, cette approche. Hein, ils apprennent avec nous et voilà. Ouais. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est que dans les jardins bio, il y a beaucoup de vie. D'accord. Les petites bêtes, les enfants adorent. Ah oui, les petites bêtes, les insectes. Bah justement, Lydie, c'est quoi qui change jardiner bio? On évite de mettre des produits chimiques, de l'anti-limaces trop agressifs. Du coup, on essaye de voir quel petit parasite pourrait disparaître naturellement avec un plus gros prédateur. Par exemple, les pucerons. Les coccinelles raffolent des pucerons. Du coup, quand on en voit, on est très content. Mais c'est vrai qu'elles se font de plus en plus rares. Et donc, c'est de laisser la nature agir, finalement, Oui, exactement. Et puis, de savoir qui mange qui pour éviter d'avoir trop de limaces ou trop de dorifores, etc. Oui. Donc, apprendre à observer qu'est-ce qu'il y a, comment est notre jardin, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que les légumes poussent le mieux possible. Alors, les jardins découvertes, c'est dans plusieurs communes du canton de Vaud. Et puis, dans notre région, je sais qu'il y a ça aussi à Levaux. Il y a aussi ça dans une commune au-dessus de Rolle. Et puis, du coup, à Gland. Alors, à Gland, Lydie, c'est avec vous. C'est tous les lundis après-midi. Exactement. Vous avez des enfants. Combien d'enfants déjà qui viennent jardiner? Alors, cette année, on en a 8. Alors, il y a des enfants qui ont 7 ans, il y a des plus grands qui ont 10 ans et 12 ans. Des fois, il y a des frères et sœurs qui viennent, donc les petits qui suivent les grands. Et il y a une ambiance famille comme ça qui est super sympa. D'accord. Et les cours ont lieu tous les lundis après l'école de 16h à 17h30. C'est qui finance tout ça? Comment ça se passe? Parce que là, je crois que le potager est mis à disposition par la commune de Gland à Bioterra, justement pour aider les enfants à jardiner. Bon, après, leurs légumes, leurs fruits, ils les prennent à la maison. Ça, on est d'accord. Hein. Mais alors, comment ça se passe justement dans toutes ces communes, Suzanne? Bon, après, c'est un peu différent selon chaque lieu. À Gland, c'est la commune qui soutient l'association des jardins éducatifs pour qu'on puisse faire ce cours ici. Il y a aussi des frais d'inscription pour les enfants qui viennent. Normalement, c'est l'animateur. Et puis, mon travail, justement, de formation, d'accompagnement, de mise à disposition d'outils et de frais pour le matériel, c'est financé par des subventions et des frais de sponsoring privé, soutien. Et puis, Lydie, vous êtes entièrement bénévole tous les lundis pour venir donner ces cours, c'est ça? Alors, pas entièrement. Pas entièrement. On trouve des subventions, la commune subventionne et du coup, j'ai quand même une petite rémunération. Ce qui me motive à faire les cours et puis à pas venir pour rien. Parce que c'est vrai que faire que du bénévolat, à un moment donné, quand il y a des charges, des enfants et des études à payer, c'est quand même... Puis ça valorise, ça crédibilise l'activité. Et je vois pas pourquoi le fait de jardiner ferait que c'est gratuit. Finalement, c'est aussi toute une formation à apprendre, un respect des choses à avoir et en fait, ça porte ses fruits. Et puis, la nature est tellement généreuse qu'on revient chaque année. Bon, très bien. Alors ça, Andrea, tu vois, c'est pour le concept. Maintenant, on a compris comment ça marchait, pourquoi on faisait ces jardins découvertes. Et ensuite, on va voir Idrissa à l'œuvre. D'accord? Et on va voir comment Suzanne forme Lydie, qui forme Idrissa au jardin bio. T'as tout compris? Elle n'a pas tout compris, mais moi je suis sûr que vous avez tout compris à la maison, et toi aussi Andrea. Alors à tout à l'heure, les mains dans la terre. À tout à l'heure, les mains dans la terre, et puis nous on va mettre les mains ailleurs, mais surtout dans le sport. Mayline Triponnet, venez me rejoindre sur ce plateau, on est ravis de vous avoir. Vous avez conclu un magnifique top 15 au Festival olympique de la jeunesse européenne. Vous revenez avec une médaille d'or des championnats suisses. Félicitations, bienvenue. Cette médaille d'or, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors c'est vraiment génial. Les championnats suisses, c'était un peu un de mes tout premiers objectifs quand j'étais petite. Et c'est un rêve aujourd'hui qui commence. En tout cas, on vous le souhaite. On va voir quelques images déjà de ce week-end à Ulrichen où les conditions n'étaient pas tout à fait idéales. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, le vendredi, du coup, la neige, elle était tellement mouillée qu'il y avait des gros tas de neige sur la piste et il y avait une descente spécialement qui était très raide avec un virage très serré. Et ce qui fait qu'avec les skis de fond qui sont épais comme ça, c'est pas du tout stable et quasiment tout le monde est tombé. Et moi, je suis tombée 3 fois sur toute ma course. Alors voilà, là on voit la belle chute. Pourtant, une médaille d'or dans la catégorie moins 19. Expliquez-nous déjà votre discipline. Comment ça se passe et comment ça se présente? Parce qu'on voit une carabine, des skis, mais encore. Alors, il y a plusieurs types de courses. Donc, il y a les sprints, c'est un peu les plus, celles qu'on fait le plus souvent. Donc, on fait un tour de ski. Ensuite, on tire une fois couché.
on refait un tour, on tire debout et on fait un tour et on finit. Des fois, on a une pénalité par tir manqué. Ça peut être de 30 secondes ou 45 secondes. Ça dépend de la distance totale. Ou alors, on a un tour de pénalité qu'on doit effectuer à ski directement après le tir. Ouais, vous faisiez déjà du ski justement avant d'apprivoiser la carabine. Comment ça s'est passé? Comment vous avez finalement commencé ce sport? Alors j'avais, je sais pas, à peu près 12 ans et j'ai appris qu'une structure s'est ouverte à Nyon du biathlon. Et comme j'aimais déjà beaucoup le ski de fond, j'ai voulu essayer. J'ai adoré. Donc c'était à carabine de 10 mètres. Et j'ai décidé de continuer et de venir au Sport Gymnasium de Davos. Ouais, la première fois que vous avez tenu justement cette carabine, vous vous êtes dit quoi? Vous avez eu quel genre de sensation? Que ça faisait un peu fait être dans la cour des grands un peu. Et puis j'ai la même carabine que les grands champions qui sont aux Coupes du Monde, championnats du monde, Jeux Olympiques. Donc je me sentais déjà un peu. Alors expliquez-nous, Mayline, parce qu'on peut peut-être la porter. Comment ça se tient? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Quel type de balle? Comment ça fonctionne? Alors, ici, on a les 4 chargeurs, parce que c'est vrai, il y a aussi le sprint, c'est une des courses, mais il y a les individuels, les mass start, il y en a plusieurs, et souvent on a besoin des 4 chargeurs. On les remplit de 5 balles à chaque fois, donc pour 5 tirs. Ensuite, là, c'est vide, donc je l'insère sans danger, ici. Et lorsque je veux tirer, il faut ouvrir d'abord les clapets pour pouvoir voir. Je ferme la culasse, ce qui poussera la balle dans le canon. Je regarde. Et on tire. Ça pèse combien et quel type de modèle c'est? C'est une 22 longue rifle. Et le poids, je dirais que c'est dans les environs de 3-4 kilos à peu près. Un modèle que vous avez pu choisir ou justement comment est-ce qu'on choisit son modèle? Alors je suis allée chez Sanseigne et au début je m'étais dit que la couleur c'était pas très important, j'en possédais juste une en bois et j'ai vu la carrosserie comme ça en rose et noir, j'ai pas mal aimé donc j'ai craqué pour celle-là. Et puis sinon c'était un peu personnalisable, certaines pièces comme ici aussi on a dû retoucher, donc au début c'était en couleur carbone. Elle a un nom, cette carabine? Non. Non, pas de nom. Bon, ça viendra peut-être, Mayline. On va revenir sur le Festival olympique de la jeunesse européenne où vous y avez participé en janvier en Italie, un sprint où vous êtes classé 14e sur plus de 60 participantes. C'est quoi au juste ce festival? Donc c'est les Jeux olympiques de la jeunesse européenne et on était 4 Suisses et 4 Suisses à être sélectionnés pour y participer. Et c'était ça, mon grand objectif de la saison, c'était y aller. Ouais, le fait de représenter la Suisse, justement, qu'est-ce que ça a fait pour vous? Je me sentais fière et c'est vraiment pendant les cérémonies d'ouverture aussi, quand ils appellent la Suisse et que je suis là pour représenter la Suisse, c'est sûr que ça fait quelque chose, ça fait chaud au cœur. Ouais. La suite, alors avant d'y revenir, justement, je sais que vous êtes en sport-études à Davos. Comment ça se passe? Un peu loin de la maison, évidemment, mais comment ça se passe? Donc je suis à l'internat et les journées, c'est organisé la moitié de la journée l'école et l'autre moitié le sport, du coup. Quand je vais faire du biathlon, donc les mercredis et les vendredis, je prends le bus et je vais à Lenzerheide, qui est un petit peu plus loin, mais c'est le meilleur, meilleur centre de biathlon. Ouais. C'est le centre national qui va aussi être l'organisateur des championnats du monde en 2025. Et ce sera génial aussi, j'espère. En tout cas, on voit la passion dans vos yeux. Ça fait combien d'heures d'entraînement par semaine? Ça fait environ, je dirais, vers les 14 heures. Ouais. 14 heures, très bien. La suite pour vous, puisque la saison touche gentiment à sa fin, ça sera quoi les objectifs futurs? Alors, l'année prochaine, j'espérais participer aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en Corée du Sud. Et encore... Ouais, ce serait génial, ces Jeux olympiques. Et en tout cas, nous ramener encore des médailles d'or. On est derrière vous, Mayline. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alexandre, on retourne à toi. Toujours les mains dans la terre ou pas encore? Ah si. Alors écoute, moi pas, mais regarde, Idrissa, il est en train de manger une poire, mais ça y est, il a mis ses gants, Lydie aussi, et puis du coup, on est prêt à jardiner. Alors Lydie, du coup, qu'est-ce que Idrissa va devoir faire? Alors, on va demander à Idrissa de planter une pomme de terre. C'est ce qu'on a fait la semaine passée pour le premier cours. Ouais. On plante les pommes de terre précoces.
pour pouvoir les récolter avant les grandes vacances d'été, donc fin juin. D'accord. Donc là, on a une patate. Voilà, une pomme de terre, un tubercule avec des germes. Et on demande aux enfants comment est-ce que ça se plante, qu'est-ce que vous observez sur cette pomme de terre. Ah bah il y a des trucs, ces trucs c'est des germes. Et puis bah voilà, on les fait un petit peu répondre aux questions. D'accord. Poser des questions. Et puis là, j'ai fait un plan oui. pour un petit peu montrer aux enfants tout ce qu'on va faire durant l'année. Donc on commence par planter les pommes de terre. Oui. Voilà. Et puis à côté, à gauche, il y a le cresson et les épinards. Donc ça, c'est quelque chose qu'on récolte assez rapidement. Puis on adore manger des pousses d'épinards fraîches qu'on ramène à la maison pour agrémenter les salades. Ensuite, il y aura aussi la plantation de carottes et d'aneth, ainsi que d'oignons et de betteraves. Et puis, on terminera par planter des laitues, des salades, des colraves, des raves et aussi une partie pour les fleurs. Ok, bon, alors c'est parti. Alors, Idrissa, c'est bon, t'as tes gants. Ouais. Alors, tu prends la patate. Et alors là, Lydie, du coup, qu'est-ce que vous lui apprenez à faire? Alors, normalement, on prépare déjà toute la parcelle aussi, avec l'aide des enfants. Ouais. Donc là, en fait, c'est ce qu'on a déjà fait la semaine passée. Il y a plein de pommes de terre là-dessous. Donc moi, j'ai demandé à Idrissa de planter une pomme de terre toute seule à côté. Et puis, il faut une certaine profondeur. Donc, avec cet outil-là qui s'appelle comment déjà, Idrissa? Le transplantoir. Le transplantoir, on lui a soufflé, mais... Exactement. On va devoir planter la pomme de terre à la profondeur de la taille du transplantoir. D'accord. De cette partie-là. Ouais. Et puis, avec les germes situés de quel côté? En haut. Les germes vers le haut. Donc, les germes vers le haut. Alors, je me rapproche pour qu'on voit bien. Tu laisses faire un trou, Idrissa? Il y a la germe. Ouais. Puis, on va pas la planter comme ça parce que sinon, ça va dans le sol. Il faut que ça... Comme ça. Et puis, comme ça va en dehors. Puis, ça peut faire des nouvelles patates. Et ça peut faire de nouvelles patates. Combien de pommes de terre ça va donner? Une patate donne combien de pommes de terre? 10. À peu près, ouais. À peu près 10, bien. Mais en fait, tu n'es pas à ton premier cours de jardinage, Idrissa? Tu fais ça depuis longtemps, non? J'en avais fait quand j'avais 6 ans. Avec tout le monde. J'avais fait 1 mois, 2 mois, je crois. 2019, ouais. Et depuis, j'ai arrêté, je joue avec mes amis. Et puis maintenant, Et maintenant, tu viens regarder les autres jeunes qui viennent planter. Bon, parce que tu as 9 ans maintenant. Je viens surtout regarder le jardin parce qu'il est tout nouveau. Ah. Alors, vas-y, la patate. C'est parti, tu peux creuser. Creuse. Voilà. Ok, donc on sort un petit bout de terre. Ensuite, on va à quelle profondeur là? Vas-y, fais voir. La profondeur là, ça dépasse encore. Du transplantoir. Alors, on peut encore creuser. Et justement, Lydie, je me demandais, qu'est-ce que Suzanne de Bioterra vous apprend à vous? Alors, ce qu'ils nous ont appris, c'était super parce qu'il y avait beaucoup de pratiques. Donc, on faisait la théorie au début du cours et après, on allait dans le jardin et faire et mettre en place vraiment une culture sur toute une saison de jardinage. Ouais. Avec des fiches de légumes, quel légume a besoin de quels nutriments, quelle association est possible. Donc, ils nous ont fourni le classeur, les documents didactiques, les sources, les livres à se fournir. Oui, parce qu'on ne s'improvise pas jardinier du jour au lendemain. Hein. Exactement. Et on part avec un kit complet pour donner un cours. Et du coup, théorie et pratique avec les résultats. Et puis, en plus, j'avais l'occasion de donner le cours directement en parallèle au cours suivi le week-end. Oh, d'accord. Donc, vraiment le kit complet par excellence. Ok. Alors là, Idrissa, tu en es où? C'est bon? Voilà, là c'est pas mal. Là. J'ai fait avant, là. Ouais. Tu peux la mettre. Alors là, on peut mettre la patate. Donc, comme j'ai dit avant, on met bien la germe en haut. On la plante là. Ouais. Tu recouvres. Ensuite. Alors, elle est là, cette belle patate. Toute la terre. Voilà. On recouvre tout. Après. Ah, on doit mettre un bâton. Ouais. Voilà. Pour savoir où on est. Alors là, tu fais quoi? Tu tasses la terre, là? Ouais, parce que sinon, il reste un peu de... En fait, si elle est trop à la surface, la pomme de terre, elle risque de jaunir, de devenir verte et d'être mauvaise, en fait, d'être toxique. Donc, c'est important de la protéger de la lumière. Ah, de la protéger de la lumière. Voilà. D'accord. Donc là, on protège bien.
Ensuite, là, on met le bâton pour que la prochaine fois, on ne perde pas la tête. Et puis qu'on ne marche pas dessus. Exactement. Comme ça, on sait qu'on a planté une pomme de terre. Eh ben, magnifique. Bon, et puis alors, Idrissa, les patates, ta patate, là, elle va donner donc une dizaine de patates. C'est quand qu'on pourra récolter, tu sais? Environ 2 semaines, 3 semaines, un mois. Oh, bah, ça me paraît peu, ça, quand même. Je sais pas. Donc là, on est au mois de mars, avril, mai, juin. Après les dans vacances. 3 mois. Après les vacances. Ouais. Ah. Dans 3 mois, on récoltera les pommes de terre. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on adore faire avec les enfants. Ouais. Parce que le fait de prendre la fourche bêche pour les sortir, c'est toujours un trésor parce qu'on en voit une, puis quand on en tire une, il y en a au moins 10, une quinzaine d'autres qui sortent. Et c'est vraiment la récolte du trésor, là. Bon, et alors, Idrissa, dis-moi, c'est quoi qui te plaît, toi, dans le jardinage? Planter les trucs et récolter plein de trucs à manger. Comme ça, on n'a pas besoin de dépenser l'argent. Puis c'est cool. Si on aime, on fait ça toujours. Puis on peut avoir à manger, comme je l'ai dit, sans avoir à payer. Et c'est quoi ton légume préféré, toi? La courgette. Ah, la courgette. Ouais, ok. J'en plantais plein quand j'avais 6 ans. Bon, et puis là, alors, la technique bio pour ces patates, on va terminer là-dessus, c'est quoi? C'est qu'on fait rien, on laisse. On laisse la patate. Après, on bute quand même. Quand il y a les feuilles qui commencent à sortir, on les bute. Ouais. Donc, on rajoute de la terre et puis des herbes qui ont été enlevées à côté. Et puis après, non, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça qui est chouette. Et ben voilà. Merci beaucoup, Idrissa et Lydie. Alors, c'est moi maintenant qui vais enfiler les gants. Et puis, Suzanne et Lydie vont me coacher justement pour que je sois aussi bon qu'Idrissa. Parce que lui, je pense que là, la patate, tu as vu, Andrea, hein, il y a un savoir-faire là. Ouais, mais je pense pas que tu seras aussi bon. Ça m'étonnerait beaucoup. À tout à l'heure, Alexandre. On ouvre à présent notre page culture en votre compagnie. Lucas Vulmy, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. Vous venez nous présenter votre premier spectacle intitulé Rien prouvé. Bonjour. Bonjour, vous êtes aussi belle en vrai, c'est dingue. Oh c'est gentil, dis donc. Parce que bonne journaliste, on savait, on vous regarde, mais moi j'ai l'occasion de vous voir en vrai maintenant. C'est flatteur, dis donc. Vous faites ça pour adoucir les mœurs et puis pour... Je pourrais rentrer dans votre spectacle, c'est ça? J'espère pas en tant que diva. Venez déjà dans la salle en tant que diva, vous avez lu les journaux. Bon, vous venez nous présenter ce spectacle à voir à l'usine à gaz le 30 mars. Vous êtes journaliste de profession et là vous montez sur scène. Comment ça s'est fait? Dingue, hein. Non mais parce que j'ai travaillé longtemps comme journaliste, je travaille d'ailleurs toujours comme journaliste culturel, j'ai écrit aussi sur les sujets religieux, mais c'est vrai que j'ai vu tellement tous ces artistes, j'ai tellement écouté, tous étaient presque tous passionnants évidemment sur leur métier, puis au bout d'un moment de voir tant de spectacles, de lire des livres, on a envie de pousser son petit cri artistique. Mais ça va même plus loin, parce que je crois que vous avez beaucoup d'admiration pour Zouk, Isabelle Huppert, Céline Dion. Vous dites, je rêvais d'être comme toutes ces stars. C'est ma trinité. Zouk, Isabelle Huppert et Céline Dion. Bah oui, Céline Dion, c'est toute ma chambre d'enfant, vous voyez. Ça, c'était d'ailleurs à la fin du spectacle, elle se matérialise et je la personnifie, donc il faut absolument venir voir ça. Et Céline Dion, qui ne chante plus malheureusement en ce moment, est avec moi sur scène à l'usine à gaz jeudi. Isabelle Huppert, évidemment, c'était 8 femmes, vous savez, ce film génial avec toutes les actrices françaises, ça m'avait beaucoup marqué avec mon petit frère. Et puis Zouk, voilà, pour moi, c'est la quintessence de, non pas l'humour, mais enfin, c'est plus que c'est au-delà de l'humour, quoi. C'est d'imiter le réel de façon aussi précise et parfaite. Je trouve ça absolument génial. Et voilà, c'est un modèle. Ouais, alors on va rentrer un petit peu dans votre univers avec quelques vidéos, des sketchs que vous avez publiés notamment sur Internet. On regarde, on en parle tout de suite après. Mais parce que, un minimum, je veux dire, Machine, elle souriait comme ça, mais non, parce que j'étais chez Denner ce matin, puis en plus son gosse qui bouffe une glace à 11h30, ils savent pas, avec leur caddie, avoir les distances sécurité. Je suis désolé, tu passes du frais, tu vas jusqu'aux caisses, mais tu reviens pas en arrière, etc., quand t'as oublié quelque chose et tout. Le gars, il me dit, madame, vous devriez demander à quelqu'un de faire vos courses. J'étais, ouais, mais effectivement, d'ailleurs, c'est toi qui iras demain. Non, tu ne lis pas le 24 heures. Non, tu liras le 24 heures demain, parce que ils ont dit qu'il peut y avoir encore des microbes du facteur sur le journal. Tu attends un jour avant de lire les nouvelles, s'il te plaît. Imagine tout ce qui a été annulé, les matchs de foot, bon c'est une chose, mais les mariages, imagine, non, les dragées, ça tu t'en fiches, tu peux les conserver, mais t'imagines les 250 faire-part envoyé pour ton beau mariage pendant le week-end de Pâques. J'aime autant te dire que tu peux marquer dommage. D'ailleurs, Jean, on n'a pas raconté à Lucas le dernier mariage. On était allé. Mon Dieu, j'ai oublié. Oh, mais alors ça, tu vas adorer. On se retrouve. Alors, c'était la table Facebook, parce que lui est informaticien. Heureusement que tu n'étais pas à la table Google, hein, Jean, sinon on aurait eu de la peine à communiquer. Du coup, attends.
Bon, alors Lucas, c'est une période dont on n'a pas trop envie de s'en souvenir, mais ça s'appelle un confinement avec maman. Ouais. On n'a pas non plus envie de s'en souvenir et pourtant vous en faites un spectacle. Vous êtes passé de votre chambre à un spectacle. Alors je ne fais pas un spectacle des vidéos de confinement, mais pendant ce confinement, ma maman m'a dit, avec mon père, mais reviens vivre à la maison, tu seras tellement mieux, tu vas bien manger, il y aura le jardin de ton enfance, en l'occurrence c'est à Lutry. Et puis j'y suis allé, puis ma mère, une fois revient, on a vu la vidéo, elle revenait de chez Denner en disant, mais ces gens qui ne respectent pas les distances de sécurité, mais c'est un scandale. Et du coup je me suis dit, non, il faut absolument que j'en fasse des vidéos. Je l'ai fait pendant 40 jours, comme une quarantaine, tous les jours. Et puis là, il y a Frédéric Recrozio notamment, puis aussi Michel Sauzère du Théâtre de 21, qui m'ont dit, il faut que tu fasses un spectacle. Mais maintenant, le spectacle, évidemment, c'est une autre histoire. Ça, c'est l'histoire de... C'est entrelacé par l'histoire de mon coming out dans une famille bourgeoise comme ça qui s'adapte un petit peu avec la question. Pourquoi justement le raconter ça de manière artistique? Qu'est-ce que ça a permis? Raconter le coming out de manière... Parce que en fait c'est mon premier spectacle. Alors comme moi j'aime imiter les autres et surtout ma famille, mes grands-mères et ma maman qui est à peu près 70% du spectacle. En fait, c'est la chose la plus comique à raconter, vous voyez, parce que, évidemment que c'est toujours... Alors, moi, c'est pas un spectacle sur l'intolérance, parce que ça s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu effectivement des ajustements à faire, mais non, c'est souvent assez drôle quand même, parce que on s'imaginait qu'il allait être avec une belle jeune femme, et puis, ça va être un jeune homme. Enfin, vous voyez, il y a des ressorts comiques là-dedans, puis quand on se raconte soi-même, on raconte voilà, un petit peu ces choses à soi au départ, donc voilà, ça s'est imposé. Ça s'est imposé, c'est étonnant, parce que c'est une manière exutoire de raconter sa vie aussi, mais de le faire de manière artistique. Est-ce que vous vous êtes senti plus libre? Plus libre sur scène, vous dites? Oui, on se sent très très libre, je veux dire. C'est quand même assez génial. C'est vrai que quand je voyais tous ces artistes sur scène, je me disais, mais quand le plateau se vidait, mais en fait, c'est absolument génial. C'est effectivement une tribune. Je passe pas de message, bien sûr, mais c'est vrai qu'on me donne là, moi qui imitais ma maman et mes grands-mères sur l'escalier de la maison, vous voyez, de la maison de mes parents, devant tout le monde, quand les gens prenaient leur dîner à Noël. Là, effectivement, c'est une tribune formidable, quoi. Oui, un spectacle que vous avez déjà joué plusieurs soirs. C'est quoi les retours, justement, que vous avez du public? Puisqu'il y a aussi, vous dites, c'est pas un message, mais j'imagine que vous en avez des retours. Oui, alors les retours sont très différents. Il y a des gens très émus, il y a des gens qui rient beaucoup. On peut faire les deux, c'est possible, selon les sketchs. Les retours sont très bons, ça se passe très bien. J'ai créé il y a un an maintenant, en janvier 22. Là, il y avait beaucoup de spectacles embouteillés à cause de ce fameux Covid. On ne dit plus. Voilà, mais donc maintenant, la tournée repart. Et oui, les retours sont très bons. Et ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas une science exacte parce que ça dépend les salles et ça dépend les soirs. Ouais. Donc voilà. Et le public nyonnais, est-ce qu'il y a un petit a priori? Pas du tout, mon Dieu. Non, je me réjouis. Ça reste des veaux, là. C'est vrai, les bons photos avec une bouteille de vin et hop, c'est impacté. Après la bouteille, en tout cas pour moi. Ah, d'accord, voilà. La suite, justement, est-ce que ça vous a donné envie de continuer de cet art? Oui, bien sûr. Oui. Je continue évidemment à être journaliste à près de 100%. Mais on ne compte pas ses heures. Non, je crois pas tellement. Je peux plus. Non, oui, bien sûr, je continue. Après, là, j'ai déjà signé pour d'autres dates, des gens qui sont venus me voir à Bouligny et puis qui veulent le spectacle. En 24 aussi, il y aura des... Non, moi, j'ai très envie de continuer. Le soir, ou alors j'accumule des heures sup et puis comme ça, j'ai ma journée pour me reposer avant le spectacle. Bon, vous me direz comment vous faites, Lucas. Moi, je n'ai toujours pas l'astuce. En tout cas, on était ravis de vous avoir sur ce plateau. Rendez-vous donc à l'usine à gaz le 30 mars. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci. Alexandre, bon, ça y est. Et puis, j'ai une petite question parce que moi, on me parle toujours, tu sais, de ce fameux fenouil que tu as planté à très longtemps. Donc là, tu auras tout planté, je crois. Regarde, je suis là, Andrea. Voilà, je suis effectivement avec Suzanne et Lydie. Et donc, du coup, c'est Idrissa qui nous filme. Il attendait que ça depuis le début. Maintenant, il peut tenir le téléphone et nous filmer. Donc, je le remercie. Et puis alors, du coup, c'est à moi de mettre les mains dans la terre. Suzanne, qu'est-ce que je vais planter? Là, on a des fraises qu'on va planter. Voilà. On va prendre une fraise avec la motte. Regarde bien. Voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Une fraise qu'on va planter. C'est ça. Et puis, elle va grandir. Elle va probablement donner les premiers fruits l'année prochaine. Premiers fruits l'année prochaine. Ouais. D'accord. Et alors, il va falloir que je la plante? Oui, alors ici. OK. Là, vous faites un petit trou avec la serfouette. Ça suffit. Ah, comme ça? Pas plus? Comme ça. Juste assez. Pas très profond, les fraises, contrairement aux patates. Ça, c'est ce que j'aurais appris. C'est ça. Maintenant, on recouvre. Ouais. On met la terre autour. Et puis, on pousse pour bien avoir un bon contact. D'accord. Et puis, pour finir, il faut encore arroser. Ah ah. Là. Alors, c'est parti. Alors, vous me dites, Suzanne. Hein. Là. Oui. Vous me dites stop. Hein. Ah oui. OK, très bien. Comme ça? J'ai déjà planté, donc il faut aussi arroser. On va arroser aussi le deuxième plan. Oui, c'est ça. Très bien. Comme ça? C'est ça. Et là, la prochaine fois que je devrais les arroser, en fait, tout dépendra de la pluie.
Ça dépend de la pluie. Et surtout que cet après-midi, on va venir avec des copeaux de bois. Ouais. On couvrira l'espace vide entre les plantes. D'accord. Comme ça nourrit la terre, il y a moins d'évaporation. Ouais. Et les fraises, ils aiment ça en plus. D'accord. Bon, bah, très bien. Et merci Idrissa de m'avoir filmé. Et puis merci Suzanne, merci Lydie, du coup, de m'avoir fait planter une fraise. Donc, on la verra l'année prochaine. C'est ça. Voilà, peut-être. On verra. Une dernière chose, peut-être, c'est comment on fait pour s'inscrire, pour que les enfants puissent venir ici à Gland tous les lundis après-midi, Lydie? Alors, c'est sur soit par contact. Mettez le micro près de. Voilà. Soit en me contactant directement. Oui. Et soit sur le site internet des jardins éducatifs. Les jardins éducatifs, voilà, pour retrouver, pour inscrire les enfants. Voilà, je pense qu'on a tout dit. À part que si vous vouliez juste dire qu'effectivement, une autre chose, au-delà de jardiner bio, de ramener les légumes, c'est effectivement pour faire vivre aussi la vie de quartier et puis faire se rencontrer les parents, les enfants et autres dans ces jardins découvertes. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, voilà, Andrea, je pense que moi, je suis assez fier de ma petite plantation, même si je suis un peu moins bon qu'Idrissa, hein, tu l'auras vu, mais c'est comme ça. Je vais en apprendre encore plein, voilà, à jardiner bio ici à Gland. Merci en tout cas pour cette petite section jardinage en ta compagnie, Alexandre. Très belle journée à toi. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.